Le débat est ouvert. Qui a des questions sur les exposés de Gérard et de Génie? Monsieur. Oui, bonjour. Ils avaient évoqué, il faut attendre le micro, s'il vous plaît, Oui, pour l'enregistrement. pour la captation. Bon. Là, vous posez celui-là, QB. Allez-y, monsieur, là, au deuxième rang. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces exposés. Tout à l'heure, vous avez évoqué Alexandre Kojève, disant est-ce que quelqu'un a entendu parler ou pas. Bon, moi, je vous avoue, je juste vaguement entendu parler, donc cool. J'ai pris ça, hein, fait, je qu'à regarder. Et alors, en faisant le lien avec la mise en place de l'OTAN, j'ai vu qu'à un moment, il était soupçonné d'être un agent soviétique. Et la question qui me vient est, est-ce que, comme du côté URSS, on se préoccupait de ces aspects du rôle un petit peu de l'Europe dans la formation de l'OTAN, ou alors est-ce que c'est complètement accessoire, mais ça nous plonge effectivement dans l'actualité? D'autres questions? On va prendre les questions. À votre voisin, là, monsieur Jacob. Et une question pour Jenny, pour relier justement Europe de la défense des années 50 et actualité. Lorsqu'on crée l'UE en 1954, l'UE revient au début des années 90, c'était censé être le pilier européen de l'OTAN. Pourquoi laisse-t-on finalement dépérir l'UE et quand le traité expire, finalement, il n'est pas renouvelé et ses fonctions disparaissent? Parce que c'est quand même un trou dans l'histoire récente dont on a très peu parlé à l'époque, j'avais aucun souvenir. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole dans la salle sur les deux exposés? Jean-Marc? Au bout. Est-ce que, question pour Jenny aussi, est-ce que tu pourrais dire un mot sur le système de gouvernance qui était prévu pour la CED, notamment avant qu'une structure politique puisse être mise en place? Le traité prévoyait aussi l'élection du Parlement européen au suffrage universel, donc il y a vraiment cette compréhension qu'il y a une communauté de défense impliquée aussi d'avancer sur le plan politique. Par contre, il y a certainement un moment pendant lequel il y aurait un problème de gouvernance avec une dépendance vis-à-vis de l'OTAN, etc. Enfin, c'est ce que j'ai en tête, si tu pouvais juste expliquer un petit peu, parce que les problèmes de gouvernance, ils se posent aujourd'hui de façon critique. Il y a l'autre intervention, et puis après, vous répondrez globalement. Ok, j'ai besoin de Sciences Po, c'est aussi une question pour Jenny. Comment vous expliquez que Monet et Schuman aient été à ce point pris par surprise par à la fois la brutalité et les objectifs de Dean Acheson lors de ce fameux conseil? Il n'y avait pas de signe annonciateur dans la diplomatie discrète, quoi. Il y a deux questions encore à droite. Allez-y. Et simplement pour rebondir sur ce que tu viens d'être dit, et puis lié aussi à l'unité européenne, CED, CK, les instruments supranationaux qui étaient prévus, et aussi les accords de 53 et les communautés politiques européennes de prévues, qui est aussi partie avec l'échec de la CED. C'est blanc pour revenir un peu dessus, et est-ce que ça présente dans l'intégration politique aussi, qui a dû passer par d'autres choses? Et monsieur, voilà. Oui, merci beaucoup pour ces informations. Moi, la question que je me pose, quel était le rôle de la Turquie à cette époque? Bien. Gérard? Non, mais Allez, Génie. Alors, j'irai répondre à Tom sur certains aspects Oui, après. peut-être. Je vais répondre de façon mêlée parce que toutes vos questions rejoignent des choses assez similaires finalement. Alors, il faut revenir sur la chronologie pour l'UEO. J'ai parlé du fameux traité de Bruxelles. L'UEO, en fait, c'est le traité de Bruxelles, précisément. Elle s'appelle d'abord Union occidentale. Et là, les mots sont très importants. 1948, c'est l'Union occidentale, alors qu'il n'y a que des pays européens. Pourquoi? Parce qu'on espère que les États-Unis et le Canada vont adhérer à l'Union occidentale. Et en fait, on pense que l'Union occidentale, ce traité de Bruxelles, c'est ce qu'on va appeler après l'OTAN avec le traité de Washington. Et on pense à l'époque qu'il n'y aura pas besoin du traité de Washington, que ce traité de Bruxelles va suffire. Et pourquoi les Américains, et là je reviens donc plein sur l'actualité encore, pourquoi les Américains ne veulent pas et ne peuvent pas adhérer à l'Union occidentale?
Parce que l'article 4 de l'Union du traité en question prévoit une automaticité de solidarité, voilà. Et pour le coup, l'article 5 du traité de Washington, sur lequel on fantasme totalement, notamment en France, ne prévoit pas d'engagement automatique. Il n'y a pas une solidarité automatique. Chaque pays s'engage à agir en cas d'agression contre un autre pays membre avec les moyens qu'il jugera lui-même nécessaires, y compris éventuellement l'emploi de la force armée. Mais dans le traité de Washington, dire « Oh, c'est mal de vous avoir attaqué », c'est respecter le traité. Et les Américains ne veulent pas s'engager plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'il y aura l'OTAN et c'est pour ça que l'Union occidentale est mise en sommeil. Mais l'Union occidentale avait connu un début. Alors, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est le début de l'Europe de la défense, c'est le début de l'Europe. On n'a jamais eu d'Europe de la défense plus élaborée que dans le cadre du traité de Bruxelles. On a des armées et des états-majors intégrés, des armées qui collaborent dès le temps de paix, des exercices communs, un début de standardisation. Et à la tête de cet état-major, on a, excusez du peu, Delattre et Montgomery. Voilà, l'Europe de la défense, elle est là. Et qu'est-ce qui se passe en 1950 ? Eh bien, ça devient Centre-Europe, soumis au SACEUR, qui est automatiquement un officier général américain, et on passe les troupes européennes sous commandement américain via le traité de Bruxelles qui est mis en sommeil et qui sera réactivé que pour faire intégrer la RFA, donner un habillage européen, mais l'Union de l'Europe occidentale, c'est qu'un habillage européen. Et de façon significative, il est relancé effectivement à la fin de la guerre froide, la brigade franco-allemande, quelques efforts de ce type. C'est l'Eurocorps, c'est le pilier européen de l'OTAN en fait. Alors l'expression est utilisée très souvent. Et ça sert à quoi ? Ça sert surtout à habiller la réintégration française au sein des coopérations atlantiques, puisque la France a quitté le commandement intégré en 1966, qu'on ne collabore plus avec les autres armées. Et par le biais de l'UEO, on revient un peu dans ce biais. Et elle disparaît en 2009. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a plus besoin, puisqu'on a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a la décision de Sarkozy en 2009 qui fait qu'on met en sommeil. Et là, on n'a vraiment plus du tout besoin de cet habillage à ce moment-là. Par contre, et alors je rebondis sur la Turquie a été très, très active dans l'UEO, vraiment très active. J'ai le souvenir de séminaires organisés avant 2009. Ils étaient au Palais d'Iéna, très beaux locaux. Il n'y avait que des chercheurs turcs. La Turquie était très, très présente à ce moment-là. Alors, pour ce qui est de la CED, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que précisément, la structure militaire de la CED est extrêmement intéressante. C'est une armée européenne, d'accord ? Mais qui va commander la CED ? Qui sera le général commandant en chef de ces troupes européennes ? C'est SACEUR, qui est automatiquement un officier américain. La CED, elle aurait été sous commandement militaire américain. Et la CED, c'est le pilier européen de l'OTAN. On n'utilise pas l'expression à l'époque, mais c'est ça, c'est pleinement ça. Ça n'apparaît que très peu dans les débats de l'époque, très très peu. Ça apparaît chez les gaullistes. Les gaullistes le dénoncent, c'est la perte de souveraineté, c'est la vassalisation aux États-Unis. Ça n'apparaît que très peu, c'est même assez curieux. Les communistes, eux, le développent pas tellement dans leur propagande à ce moment-là. C'est assez peu dit. Alors, pour avoir lu aussi tous les débats parlementaires, notamment autour de la CED, je suis convaincue que la plupart des députés n'avaient jamais lu le traité. Parce que vraiment, il y a plein de questions, de débats qui arrivent, qui ne sont pas... ils auraient lu le traité, ils auraient eu les questions. En revanche, les militaires sont très sensibles à ça. Et surtout, ce qui va dominer chez les militaires, c'est la crainte de voir l'armée française divisée en deux. L'armée, entre guillemets, coloniale, celle... impliquée en Algérie, en Indochine, et puis l'armée appliquée à la défense de l'Europe. Et est-ce que la France pourra continuer finalement d'avoir cette politique mondiale si c'est autour de ça que se font les débats. Par contre, il y a un projet de communauté européenne politique, parce qu'effectivement, une armée, et là c'est encore les questions actuelles,
Une armée, ça obéit aux ordres du politique. C'est l'outil militaire, il doit répondre aux ordres d'un politique. Il peut pas y avoir d'armée européenne s'il y a pas une politique extérieure commune d'abord. Il faut d'abord qu'il y ait vraiment une politique étrangère l'armée, elle vient après. Elle peut pas venir avant. Voilà. C'est dans l'OP. Et évidemment, c'est comme ça que ça se présente. Alors, sur les autres aspects, la surprise face à Dean Acheson, il y a beaucoup de signes annonciateurs. Ça c'est vraiment un mystère. J'ai pas vraiment pleinement de réponse. Notamment, il y a plein de rapports. Alors, vraiment, les archives en sont pleines. Henri Bonnet, l'ambassadeur de France à Washington, dit attention, on va vous mettre devant le fait accompli. Les généraux français qui se représentent la France au standing group de l'OTAN, qui siègent au Pentagone, disent attention, ils vont demander le réarmement allemand. Il y a des dizaines de lettres. Et non, ça passe pas. Comme s'il y avait une sorte de cap mental. Les Américains ne nous feront pas ça. Voilà. Et voilà. Déjà. Et puis il y a peut-être aussi, alors ça c'est. Il y avait une table ronde ce matin à l'école militaire, c'est le grand forum sur la pensée stratégique qui se tient. Et ça a été évoqué sur l'actualité. Il y a peut-être une différence de culture politique aussi. C'est-à-dire que la brutalité des demandes américaines, bon non, nous, vieille Europe, policée, on fait de la diplomatie, on négocie, on va pas brutalement dans une réunion internationale dire à nos alliés, on va ras-le-bol, maintenant on fait ça. Voilà, c'est pas la culture diplomatique européenne. Je sais pas si ça joue, mais ça peut jouer. Voilà, c'est peut-être une piste d'analyse. La culture américaine est différente. Eux, ils font ça. Voilà. Et alors moi ça m'a beaucoup frappé parce qu'il se trouve que pour préparer ce papier, je relisais les archives OTAN de 1950. Vous pouvez aller les voir parce que l'OTAN a une politique de transparence. Toutes les archives sont en ligne. Donc tous les débats d'époque sont sur le site de l'OTAN. Archives de l'OTAN, vous tapez, vous trouvez tout de suite tous les documents, tous les verbatims. La violence des scènes auxquelles on a assisté là. Alors bien sûr, là maintenant il y a des caméras, il y a des... Et il faut relire les débats de 1950, c'est incroyablement violent. Il y a des échanges stupéfiants. Hein. Il y a Jules Mock, je n'ai pas beaucoup parlé de Jules Mock, mais Jules Mock sort le souvenir de son fils tué par les nazis, c'est le père en deuil. Et puis en gros, on lui répond « ta gueule ». Voilà, mais c'est d'une violence extrême. C'est pas du tout policé, c'est pas du tout... Alors, j'étais en train de les relire le week-end où il y a eu l'entretien à Washington avec Zelensky. Et je me suis dit, oh, bah tiens, on est en septembre 50. C'est l'ambiance. Voilà. Alors, ça amène à relativiser beaucoup l'actualité. Vous voyez. Mais il faut pas se dire qu'il n'y a pas eu. Et je ne parle pas de 1956, hein, après Suez et autour de Suez. C'est extrêmement violent. Les relations transatlantiques peuvent être... Les trois. Mais évidemment, il y en a plein. 99, le sommet de Madrid. On échange des noms d'oiseaux aussi. Voilà, il y a plein de crises très violentes comme ça dans l'histoire des relations transatlantiques. Et alors, je ne sais pas si c'est optimiste ou négatif, mais ça se termine... Chacune de ces crises s'est toujours terminée de la même façon. L'OTAN s'est renforcée. L'OTAN s'est adapté, réformé de l'intérieur et renforcé. Ça c'est, je ne suis pas au bon endroit pour dire ça, ça s'est jamais terminé positivement pour la construction européenne. Ça s'est toujours terminé positivement pour la construction atlantique et pour l'OTAN. C'est toutes les crises qu'on peut évoquer, ça s'est toujours terminé de la même façon. Merci pour cet éclairage tout à fait passionnant. Gérard, tu veux ajouter un mot? Il y a un mot que je voulais dire, on ne s'est pas du tout été évoqué là, mais quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, a parlé de communauté spirituelle pour l'Europe. C'est Schuman. C'est Schuman, d'accord, oui, c'est vrai. Ouais. C'est Schuman. Et ce serait intéressant de savoir s'il y a eu une réception de la part de Monet. Est-ce que Monet a réagi à ça ou Je crois pas. a commenté d'une certaine façon? C'est pas du tout son genre, à mon avis. Il le commente pas, mais dans ce qu'il écrit, quand même, il y a des passages qui s'y rapprochent, enfin, qui
qui vont dans le même sens. Sur l'unisme. Les plaintes, ça a réagi à ça. Avec un peu de retard. Cogev, il y avait une question sur Cogev, Gérard. Bah oui, mais j'ai rien d'autre à dire de plus. T'as rien d'autre, hein? C'est quoi, tu es là à Lyon ou pas? Ah, alors, Les visions de l'ex-URSS. alors Ah oui, oui, Voilà. oui, oui. on va répondre par un conseil de lecture. Il y a une thèse de consacrée au sujet, c'est la thèse d'Emilia Robin. Micro. Il y a une thèse qui a été consacrée au sujet, c'est la thèse d'Emilia Robin sur l'URSS face à la construction européenne. Donc là, on va vous renvoyer à ces 800 pages de thèse. Oui, synthèse. Elle est pas là, elle est pas là. Non, mais ouais. Elle a pas fait un article ou quelque chose comme ça? Bah si, on a fait plein. Voilà, Ah oui, bah justement. Ouais. voilà on va pas reprendre la parole à sa place, mais c'est elle qu'il faut lire. Non, mais ça existe, quoi. Bah, il y a une réponse. Merci. Laurent, pour terminer la matinée, je vous laisse le micro. Bon, c'est juste pour des petites questions pratiques. Donc, merci beaucoup. On pourra reprendre les réponses à ces questions l'après-midi. Il y aura aussi un peu pour le débat. Donc là, le déjeuner est libre, là, sauf pour les intervenants. On a quand même mis là 1 heure presque et demie. On reprend à 14h45. Assez précisément parce qu'on a cette table ronde donc sur après la mémoire du couple Monnet-Schuman, y compris vu d'Allemagne, de France, de différents pays. Comment cette déclaration Schuman, ce projet d'armée européenne se sont inscrits dans nos mémoires, dans des mémoires contrastées aussi. Okay. Et puis après, on aura un peu la table ronde, ou non, il ne devrait pas être ça, mais on aura la table ronde avec Thierry Poteau et Florent Paz. C'est pour ça qu'on doit te dire absolument un jour. Il y a wow. T'as envie de t'avancer? Ok, sur quel poteau